cette entrevue. Pouvez-vous nous parler des raisons qui ont motivé votre tournée européenne et en quoi votre présence en Belgique revêt-elle d'une importance particulière? Moi, je suis toujours en train de me déplacer vers mes compatriotes. Je le fais depuis pratiquement 2017. D'abord, c'était pour motiver les uns et les autres à participer aux élections, notamment par l'inscription sur les listes électorales. Puis c'était la campagne. Et après la campagne présidentielle de 2018, je consacre toujours du temps chaque année à parcourir les pays, à essayer de rencontrer mes compatriotes. Je rappelle, et ça je l'ai appris à l'Assemblée nationale, que pas moins de 5 millions de Camerounais résident à l'étranger. Ces chiffres sont officiels, hein. Au moins 5 millions qui nous ont été donnés par le ministère des Relations extérieures. Donc, on aurait aujourd'hui, hors du Cameroun, environ le 5e de la population de tout Camerounais vivant sur la planète Terre. Donc, c'est donc important d'aller vers ces compatriotes-là qui, de mon point de vue, numériquement sont suffisamment représentatifs, mais au-delà du nombre, c'est que beaucoup d'entre eux, par les positions qu'ils occupent, l'expertise qu'ils ont pu engranger, les positions qu'ils occupent, devront être importants, cruciaux, déterminants dans le redressement du Cameroun que nous envisageons. Donc j'essaye toujours d'aller vers eux pour leur redonner envie, les maintenir en connexion avec le Cameroun, leur rappeler l'exigence qui s'impose à eux de participer à l'ouvrage de changement qui est en cours au Cameroun, donc je ne me lasse jamais de le faire. Vous collaborez actuellement avec Génération Nouvelle Afrique, sur la question de l'immigration africaine. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette collaboration et quelle alternative envisagez-vous pour aborder cette problématique? Alors, l'association Jeunesse Nouvelle d'Afrique... Génération, apparemment. L'association Génération Nouvelle d'Afrique est une initiative prise par un groupe de jeunes Camerounais dont la figure de proue est l'honorable Fabrice Toueli, qui est du PCRN. Qui est du PCRN. Mais l'exécutif de cette association n'est pas composé que des membres du PCRN, quoi. Il y a des membres d'autres partis politiques et puis plein de gens qui ne font absolument pas la politique. Donc il porte aujourd'hui le message d'un changement de paradigme, notamment sur la question de l'immigration. Parce qu'ils partent du postulat que, partant de ce que, au niveau de l'Occident aujourd'hui globalement, les positions se radicalisent sur la question de l'immigration, notamment avec les extrêmes qui gagnent de plus en plus de terrain. Et le message des extrêmes, c'est quoi? C'est que nos problèmes, c'est les Africains. Ben, il faut qu'ils restent chez eux, il faut qu'ils rentrent chez eux, ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, c'est une partie du message. Et l'association en question veut donc sensibiliser les Occidentaux, sensibiliser la diaspora, afin d'aider les jeunes Camerounais à rester justement à la maison. Parce qu'en fait, s'ils quittent leur pays, s'en vont vers d'autres pays, parfois au péril de leur vie, en prenant des risques extraordinaires, c'est que pour eux, le salut, c'est ailleurs. Et cette obsession de l'ailleurs les habite. Pourquoi? Parce que justement aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'expansion des technologies de l'information et de la communication, où qu'on se trouve sur la planète, on voit ce qui se passe ailleurs. Et ils sont séduits par ce qu'ils voient et entendent d'ici. Mais pourquoi leur attention est portée ici? C'est parce que chez eux, là où ils vivent, de là où ils viennent, l'horizon ne porte aucune promesse. Donc cette association veut donc mobiliser les différents acteurs, les Occidentaux, les diasporas, les États évidemment, à trouver ensemble des solutions qui feront que les Africains restent à la maison et ne partent plus. Donc il faut les occuper. Donc il faut qu'ils trouvent du revenu chez eux. Donc il faut que l'avenir désormais chez eux porte une promesse. Il faut que leur pays leur accorde de la quiétude, de la confiance en l'avenir. Donc les sortes du désarroi actuel, du désespoir actuel. Parce que c'est le désespoir qui les pousse à prendre les risques inconsidérés, donc parfois à la mort. Donc je crois que cette initiative est bonne. C'est une énième, j'ai envie de dire, après beaucoup d'autres initiatives en la matière. Et comme je leur dis souvent,
c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est une goutte d'eau quand même. C'est une goutte d'eau quand même. Et donc je suis là pour apporter mon modeste soutien à cette goutte d'eau. Voilà. Vous êtes là devant nous, on ne peut pas éluder la question du PCRN, ou en général la question de la politique au Cameroun. Le PCRN traverse actuellement une période tumultueuse avec l'organisation prochaine d'un congrès par Robert Kona, appuyé par le ministre Tanganji. Comment gérez-vous cette crise interne et quelles sont vos perspectives pour l'avenir du parti? Lorsqu'une crise survient dans une organisation, il appartient aux acteurs de trouver des solutions. Mais leur volonté de trouver des solutions ne peut prospérer que si ceux qui ont déclenché une crise l'ont fait dans l'expectative de trouver des solutions. Si ce n'est pas le cas, quelle que soit l'ampleur ou la taille ou le volume de cette volonté, elle ne saurait résoudre le problème. Bien sûr, ceux qui ont déclenché la crise au sein du PCRN sont une poignée de personnes. J'ai même envie de dire, c'est une famille, c'est-à-dire un homme et sa progéniture. Il n'y a personne d'autre derrière eux, pour des raisons évidentes. C'est que les autres ont œuvré, ont fait des sacrifices énormes, se sont donnés à la tâche, se sont voués au travail pour que, en si peu de temps, le PCRN que nous avons, dont nous avons pris les rênes en 2019, puisse faire le parcours qu'il a fait jusqu'aujourd'hui. Qui n'était pas connu, c'est un parti qui existait depuis 2021. Ceux qui l'ont créé n'ont pas pu en faire grand-chose. Et lorsque je me suis retrouvé dans une situation complexe en 2019, parce qu'après l'élection présidentielle à laquelle j'avais participé parce que j'étais investi par un parti, le Parti Univers, lorsque ce parti a décidé de mettre un terme à notre collaboration, j'ai créé un parti politique que nous avons appelé les Citoyens, parti des 11 millions de citoyens. Le ministre de l'administration territoriale, M. Atanganji, a refusé d'autoriser le parti, parce que vous devez savoir qu'au Cameroun, c'est une digression, les partis politiques sont du régime de l'autorisation. Donc lorsque vous déposez un dossier, l'administration doit vous signer un papier qui vous autorise. Et nous avons déposé le document. Sauf que la loi précise aussi que si au bout de 90 jours, l'administration ne réagit pas, le silence de l'administration vaut acceptation. Donc nous avons déposé le dossier le 8 mars 2019. Donc le parti, en cas de silence de l'administration, aurait dû devenir légal le 8 juin. Sauf que le 29 mai 2019, c'est-à-dire quelques jours avant l'échéance de 3 mois, le ministre de l'administration territoriale nous envoie un courrier dans lequel il nous dit de nous rapprocher du service des partis politiques pour complément d'information. Nous sommes allés dès le lendemain au service des partis politiques. On nous a dit qu'on voulait juste voir physiquement les promoteurs du parti et que comme on les avait vus, c'était bon et que le dossier en lui-même n'avait aucun souci. Depuis lors, nous avons attendu rien du tout. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons été obligés donc d'aller au PCRN, parce que face à ces déboires, lorsque nous avons communiqué à l'époque, l'un des créateurs du PCRN, l'un des fondateurs, M. Massadine Albert Fleury, qui, regardant la télé, m'a vu parler de ce qui m'arrivait, a donc saisi son fils qui était à l'époque membre de 11 millions de citoyens, l'association que nous avions créée en 2017 en Ngaoundéré, et lui a dit de me dire qu'eux, ils étaient prêts à me céder la présidence du parti qu'ils avaient créé depuis 2001 et dont ils n'avaient rien fait. C'est donc face à ce blocage de l'administration territoriale que nous allons au congrès de Guidigis. Le congrès de Guidigis a lieu le 11 mai 2019. Ce congrès est présidé par M. Kona Robert. C'est lui qui le préside. Dans la salle, il y a son épouse et je crois un de ses enfants et d'autres personnes. Le congrès a eu lieu. Il a signé tous les papiers.
que nous avons transmis à l'administration pour que cette administration elle-même se donne encore 3 mois pour reconnaître le congrès. Je vous ai dit, le congrès a eu lieu le 11 mai. Mais le document me reconnaissant comme président n'a été signé que le 29 août. Et pour cela, il a fallu que l'ex-présidente de la République de Chili, Mme Michelle Bachelet, qui à l'époque était haut-commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies, soit de passage au Cameroun et que je lui parle de ce qui m'arrive pour qu'elle en parle au chef de l'État, comme elle m'en avait fait la promesse à l'époque, j'imagine, pour que le ministre reçoive l'instruction de signer le document. C'est comme ça. Donc il faut savoir que ce ministre qui n'a pas voulu que je préside un parti politique nommé Les Citoyens, qui n'a même pas voulu que je devienne président du PCRN, vous imaginez que lorsque M. Kona Robert a accepté de jouer le jeu qu'il lui a proposé de faire, ben, qu'il s'y soit engouffré. Donc, je rappelle que devenu président du PCRN, j'ai investi à ce titre aux élections législatives M. Kona Robert dans sa circonscription natale. Tout frais compris, caution, frais de campagne. C'est le même qui, en novembre 2023, dit que le congrès n'a jamais eu lieu et que ce qu'il y a eu, c'était une réunion et que c'était irrégulier. Donc, on est dans une situation ubuesque. Il a saisi la justice. Il a saisi la justice en novembre. La première audience aurait dû se tenir, a eu lieu le 2 janvier. Il ne s'est pas présenté. La deuxième, c'était, je crois, le 3 février, il ne s'est pas présenté. La troisième, c'était, je crois, le 4 ou le 7 mars, il ne s'est pas présenté. Parce qu'en matière civile, lorsque vous avez porté plainte, vous devez vous présenter avec l'original de l'assignation, ce qu'il n'a pas fait. Pendant ces 3 mois où il n'est pas allé en justice, où il nous a amenés, il était tous les jours dans le cabinet du ministre de l'administration territoriale, avec la connivence de qui ils ont réussi à interdire notre congrès que nous aurions dû tenir à Kribi en décembre 2023, un congrès qui devait mobiliser plus de 5000 personnes et qui a préjudicié des centaines de Camerounais de la diaspora qui, eux, avaient pris leur billet d'avion, réservé des hôtels et autres. Et aujourd'hui, il continue. Il y a quelque temps, il a avoué publiquement devant les médias qu'il agissait sur instruction de ce ministre. Et récemment, je crois qu'il a adhéré tout simplement au parti au pouvoir dont il se pavane avec les hauts responsables maintenant. On le voit aller de cabinet ministériel en cabinet ministériel. Donc l'affaire est toute simple. J'ai raconté tout cela pour que ceux d'entre vous qui vont suivre votre média, parce que j'ai entendu pas mal de choses, pourquoi il ne crée pas son parti, pourquoi il ne fait pas ci, pourquoi il ne fait pas ça. Alors pourquoi je subis tout ça? Je me pose moi-même la question. Parce que vous êtes dangereux pour... Je ne savais pas que je l'étais à ce point. Je rappelle qu'en 2018, ils m'ont proclamé 3e avec 6,28%. En 2020, nous n'avons eu que 5 députés sur 180 et 7 communes sur 360. Bon, c'est vrai, nous avons continué à travailler sur le terrain, à assurer le maillage territorial, à préparer les élections. Nous mesurions quelles étaient nos limites et nous essayions de les reculer. Peut-être ont-ils vu que le travail que nous avons abattu sur le terrain était tel que 2025 allait être compliqué pour eux. Peut-être aussi parce qu'entre-temps, par 2 ou 3 fois, j'ai repoussé leur proposition d'entrer au gouvernement. De toute façon, il n'y en a eu qu'un depuis 2018 et j'avais refusé dès le lendemain des élections d'y entrer. Encore que quand je dis que j'ai refusé d'y entrer, ce n'est pas exactement la réponse que je leur avais donnée. De façon itérative, ils me l'ont ramené. Je leur ai dit, moi je ne discute pas de ministère avec des ministres. Parce que c'était des ministres d'aucun d'État et autres qui venaient me voir. Et je leur disais, mais non. D'abord, je ne sais pas qui vous a mandaté. Vous me dites que c'est le président, je n'en ai pas l'assurance. De deux, ce que je pourrais éventuellement vous donner comme réponse, rien ne me certifie que vous le transmettriez au président de la République. Donc, allez dire à votre président que s'il a l'intention de me nommer ministre, ce qui m'étonnerait, parce que si quelqu'un a gagné une élection avec plus de 70%, je vois mal pourquoi il irait chercher celui qui n'a eu que 6%. Mais si ça, jamais ce que vous dites est vrai. Et sans une plateforme de... Ben voilà, et je leur ai dit, allez lui dire que je suis disposé à discuter avec lui. Dans ce cas, je lui donnerai ma réponse. Je lui dirai si oui ou non je veux travailler avec lui. Et si c'est oui, dans quelles conditions. Mais ils ne sont plus jamais revenus. Ce que ça a donné, c'est que je suis orgueilleux, je me prends la tête, je crois que je suis arrivé, alors on va me montrer que je ne suis rien. Ils ont, comme vous le savez, fait ce qu'ils ont fait, bidouiller pour que je perde
dans l'Union et que les élections régionales, alors que j'avais la majorité des conseillers municipaux, vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé. Et depuis lors, le mot d'ordre, c'est qu'on va le ridiculiser, on va le réduire à néant. Bon, je dis toujours que je suis ce que je suis par la volonté et la grâce de Dieu, puis la volonté du peuple, et je ne serai que ce que Dieu et le peuple auront décidé que je sois, pas des gens qui ont détruit le Cameroun et qui pensent que ça ne leur suffit pas d'avoir foutu un pays en l'air pendant 40 ans et qu'ils doivent désormais décider de la vie ou de la mort et des personnes physiques et des personnes morales, comme le PCN. Vous êtes impliqué dans l'Alliance pour la transition politique ATP dirigée par Olivier Billet. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette alliance et comment comptez-vous collaborer avec d'autres acteurs politiques comme l'honorable Jean-Michel Nietzsche? Eh bien, ce que j'en pense et comment... Enfin, la réponse à votre question est contenue dans un document pourtant qui a longtemps circulé, qui est le courrier, la correspondance que j'ai adressée à mon collègue, l'honorable Jean-Michel Nietzsche. C'est très simple. Je suis de ceux qui pensent que l'idée du professeur Olivier Billet est pertinente. Après 40 ans de déliquescence, de management déliquescent du Cameroun, nous n'avons pas idée, je le pense, de la réelle putréfaction et de l'ampleur réelle de la déliquescence du Cameroun. Et c'est pour ça que je pense que l'idée de 1992, qui était articulée à la candidature du cardinal Christian Toumi, dont beaucoup de jeunes ne connaissent pas les contours aujourd'hui, est pertinente. C'est-à-dire voter quelqu'un pour 2-3 ans, notamment une personne peut-être d'un certain âge, peut-être d'une certaine expérience, de préférence même sans attache politique profonde, qui certes gagnerait les élections pour 7 ans, mais qui donnerait sa parole pour n'en faire que 2 ou 3. 3 années pendant lesquelles il ferait l'audit du pays, organiserait des assises nationales, comme la fameuse conférence nationale souveraine dont on parlait à une époque, réviserait la constitution, le code électoral et tout, et réorganiserait ou organiserait donc de nouvelles élections. Ceux qui viendraient donc participer à cette élection viendraient avec une meilleure connaissance de l'état de l'état des lieux du Cameroun, et pourrait donc en ce moment-là formuler des projets de société en parfaite adéquation avec la réalité du Cameroun. Cela nous prendrait 2-3 ans. Alors on me dit, oui, mais les affaires de transition, c'est dans les régimes militaires, c'est dans des pays où il y a eu coup d'État, mais c'est des histoires. L'essence que nous donnons aux mots, c'est nous qui décidons de le donner, de les donner, si vous voulez. Une transition, c'est un moment charnière, c'est un moment entre deux. Donc, c'est nous qui décidons. Dans des pays où il y a eu coup d'État, oui, ils entrent dans des transitions forcées. Mais nous pouvons entrer dans une transition volontaire. C'est toute la nuance. Donc, on peut distinguer dans la typologie des transitions forcées et des transitions démocratiques. Et nous, ce que nous proposons, c'est une transition démocratique, sans coup de feu, sans effusion de sang, sans désordre, mais un consensus national pour faire l'état des lieux, créer les conditions d'un nouveau départ, et cela arrangerait tout le monde. Et c'est pour cela, et c'est ce que j'ai répondu à M. Jean-Michel Nietzsche. J'ai dit, moi je suis séduit, je prends acte de la proposition qui est la vôtre, je parle à M. Nietzsche. Vous avez déjà choisi un candidat, et vous demandez aux autres, puisque j'avais reçu son courrier, vous demandez simplement aux autres de vous rallier, c'est sans condition. C'est une option, moi je ne suis pas là pour juger de la démarche qui est la leur, je ne suis pas là pour distribuer des bons ou des mauvais points. Je dis simplement qu'au moment où vous faites votre proposition, il y a une autre qui émerge. Et cette deuxième proposition, moi, me paraît plus adaptée à notre réalité. Bon, comment est-ce que ça se terminera? Je ne sais pas. Mais je sais que dans cette ATP, nous sommes en train de travailler, nous sommes un certain nombre là-dedans. Des leaders politiques, des leaders de la société civile. Et à l'heure où je vous parle, à la dernière réunion, nous avons arrêté le manifeste de ATP. Peut-être je vous donne ça en exclu. Donc, dans les jours qui viennent, vous aurez un document qui sera rendu public et même des conférences de presse, si jamais elles peuvent se tenir, étant entendu qu'il y a un ministre au Cameroun qui décide du ciel et de la terre. Mais si jamais il est sous un bon jour, ou il est absent, ou que sais-je encore, ça peut se tenir, ben,
mais que ça ne se tienne ou pas. De toute façon, nous qui avons travaillé, c'est une digression dans le groupe des 7 partis politiques et associations qui avons travaillé à proposer un code électoral alternatif. Vous savez très bien que le jour où on voulait le présenter dans un hôtel de la place, on nous a servi dès 6 h du matin une escouade mixte de gendarmes et de policiers et même d'anti-émeutes. On n'a pas pu. Donc, si on a pu le faire pour ça, ils n'ont de limite face à rien. Mais toujours est-il que le document, lui, serait rendu public et l'opinion serait donc édifiée des termes de cette alliance pour la transition politique au Cameroun. Dieu, par la volonté de Dieu, ça pourrait aboutir, ça pourrait ne pas aboutir, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas prophète. Je laisse le soin au prophète et à Dieu de déterminer l'avenir. En revanche, ce que je souhaite, moi, d'ailleurs, après l'ATP, il y a d'autres plateformes qui sont nées. J'en ai vu une. Créé il n'y a pas longtemps avec le SDF et d'autres formations politiques. Donc peut-être même qu'il y en aura 2, 3 ou 4 ou 5. Je crois qu'il y a une autre avec le jeune universitaire David Eboutou. Je l'ai vu dans les réseaux sociaux. Lui aussi, il a créé une transition. Moi, j'ai aucun souci à ce que les regroupements se fassent. Le souhait que nous devons tous avoir en partage, c'est que tous ces groupes qui se constituent, j'imagine, au travers peut-être des idées forces, peut-être au travers des idéologies, peut-être au travers des stratégies, peut-être des feuilles de route, que mon souhait personnel, c'est qu'au bout de tout cela, que chacun de ces groupes accepte de discuter avec les autres groupes. Et on pourra certainement, je crois, dans le règne des humains, c'est possible, dégager un substrat commun autour duquel nous allons nous accorder, parce que l'idéal, nous le savons tous, c'est que l'opposition camerounaise puisse se constituer en une seule force avec un candidat. Vous pensez que c'est suffisant compte tenu des agissements, par exemple, de ce fameux ministre? Non. Pour moi, c'est suffisant. Pour moi, les agissements de ce ministre ne représentent strictement rien du tout. Moi, je pense que ça représente plutôt le mindset. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ce régime ne veut pas partir. Mais ce n'est pas nouveau. Des régimes comme les leurs veulent toujours s'agripper au pouvoir. Ce n'est pas nouveau. Ça ne commence pas au Cameroun. Donc j'ai même envie de dire que c'est presque logique qu'ils se comportent comme tels. Et ils ont choisi peut-être le plus agité d'entre eux pour lui confier le sale boulot de tenir de temps en temps des phrases insensées, de faire d'aligner des agissements insensés, illégaux et tout ce que vous voulez. Oui, bien sûr. Ça ne nous étonne pas. Et puis de toute façon, ce régime a toujours eu des profils à la Tangadji, hein, c'est pas nouveau. C'est pas le premier agité qu'on ait. Donc il y en a eu d'autres. Mais dans d'autres pays, il y a eu plus agité que lui. Mais dans ce pays même où nous sommes, il y a eu plus fort que lui. Dans le gouvernement, là où il est maintenant. Plus fort que lui, il y a eu, hein, plus charismatique que lui. Plus brillant d'ailleurs dans ce qu'il fait. Parce que lui, malheureusement, on sent chez lui une volonté d'exister, de montrer qu'il est puissant, de montrer qu'il est fort. Mais ça manque d'élégance, d'intelligence, quoi. Mais il y a eu dans ce gouvernement des gens qui faisaient 3, 4 fois, voire 5 fois, 10 fois plus ce que lui il faisait, avec plus de tact, d'intelligence. Donc voilà. Bon, je crois qu'ils sont même peut-être désormais à court de ce type de profil. J'en sais rien, mais je m'en fous, c'est leur cuisine interne. Mais de toute façon, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas un type de personnage comme celui-là qui peut faire obstacle à la volonté d'un peuple qui se lève et qui décide du changement dans un pays. Donc ce type de profil ne prospère que là où le peuple laisse. Et moi je dis au peuple camerounais, ça dépend de vous. C'est tout. Justement, c'est la question que, en fait, je vais embrayer là-dessus. Je disais, face aux manœuvres du régime en place, comment comptez-vous sécuriser, par exemple, les votes des Camerounais? Mais écoutez, comptez-vous développer l'intégrité? Excusez-moi, mais c'est simple. C'est simple. À votre avis, comment j'ai fait moi pour être député? Je vous rappelle que j'avais le parti au pouvoir en face, avec tous les moyens qui vont avec, financiers, administratifs. Mais le peuple de ma circonscription a dit non. Votre argent, on n'en veut pas. Mais si vous insistez, on le prend. Mais on le bouffe.
on ne vous vote pas. C'est ce qui s'est passé. Et en plus, ce peuple-là a dit, nous on surveille le vote. On avait des gens dans tous les bureaux de vote sans exception. À 2 h du matin, le jour du vote ou le lendemain, on avait les résultats. Personne ne peut. Et en le faisant, on n'inventait pas la roue. L'UDC le fait dans le Noun depuis fort longtemps. Le SDF l'a fait pendant longtemps. En fait, ce qu'il faut faire au Cameroun, c'est ce qui s'est donc justement fait dans le Nyon-Ekele, dans le Noun, dans le Nord-Ouest, dans certaines circonscriptions et Sud-Ouest, ainsi de suite. Vous trouverez comme ça plein d'endroits. Et vous voyez donc aussi l'importance de la mutualisation. Parce que justement, ces stratégies et ces techniques qui sont en réalité simples. Et Dieu merci, la première stratégie, c'est les inscriptions. Si vous voulez, le premier levier stratégique, c'est les inscriptions. Vous voyez que... Qui pose quand même quelques problèmes à notre très grand ministre. Mais ça, c'est son problème, on n'en a rien à foutre. Il ne peut pas empêcher aux gens de s'inscrire. J'ai vu, il a signé un truc bidon qui circule là, mais ça, c'est son problème. Les gens, ils s'inscrivent, puis, deuxième levier, ils votent massivement, puis, troisième levier, ils surveillent. Et surveiller, ça ne veut pas seulement dire être présent, ça veut dire être intègre. Parce que le jour du vote, à un moment, ils viennent avec de l'argent. C'est tout. C'est encore le peuple. C'est tout bête. Hein? C'est encore le peuple. C'est-à-dire, plutôt que de se focaliser, et je le dis, vous savez, je publie bientôt un ouvrage qui est intitulé « Le manifeste de la rupture ». C'est le projet de société pour 2025. Je dis quelque part là-dedans que l'erreur, c'est de se focaliser sur l'épouvantail qu'est le régime. C'est l'erreur. Parce que justement, ils vont... Vous avez compris pourquoi j'emploie le mot épouvantail. Le ministre que vous n'avez de cesse d'invoquer n'est qu'un épouvantail. C'est quoi le rôle de l'épouvantail? C'est de faire peur. C'est de faire peur aux oiseaux. On les utilise dans les champs de mil. Mais il ne bouge pas. Il est en fait impuissant. Mais l'oiseau naïf s'enfuit croyant que c'est quelqu'un qui va lui faire du mal. C'est tout. Vous avez des agitations de façade en réalité qui viennent créer une parure devant leur faiblesse, leur peur, leur crainte, leur fébrilité. Contrairement à ce que vous pensez, la peur et la crainte n'est pas du côté du peuple, c'est de leur côté. Mais ils ont eu l'intelligence, ces dernières années, d'inverser cette polarité, de donner l'impression que c'est les plus nombreux, les plus forts, les plus déterminés, en fait ceux qui veulent le changement, qui sont en position de faiblesse. Non. Et notre travail, justement, je profite aussi de votre caméra, de votre micro, pour dire aux Camerounais non. En fait, on est dans une affaire où il y a le bourreau qui est tout seul et les esclaves qui sont en face. Ils ont peur du bourreau qui est assis tout seul avec un fouet à la main, alors qu'ils n'ont qu'à s'en saisir et à le fouetter lui-même avec son fouet et à l'attacher. Ils sont libres à ce même moment. Vous savez, c'est psychologique. C'est psychologique. Donc, je prends l'image un peu exagérée du bourreau des esclaves, mais je vais parfois aux extrêmes démonstratifs pour que les gens comprennent. C'est là la clé. Si le peuple se réveille, vous savez, ça pourrait ne pas être moi. Moi, je ne veux pas de fixation. C'est légitime pour moi de vouloir être président de la République. Je vous ai dit, je publie un projet de société, j'ai une vision pour mon pays. Mais je sais aussi que Dieu, le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Mais quelle que soit la personne qui arrivera là, que Dieu aura choisi, que le peuple aura choisi, cette personne ne pourra y arriver que si le peuple décide. C'est tout. Que d'épiloguer sur qui va vouloir qu'on s'inscrive, sur qui va vouloir qu'on vote, c'est son problème. Le peuple qui veut le changement n'a qu'à dire, nous, on se lève. Quand je dis le peuple, c'est un terme générique. Mais c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est elle qui parle à son voisin, à son ami, à son neveu, à son cousin, à son enfant, à son parent. Et ensemble, ils disent, paf, changement 2025 et pas après. Et ça se fera. Et j'ai juste une question un peu personnelle pour vous. On vous a gratifié de 6% aux dernières élections présidentielles. Croyez-vous sincèrement à ces résultats? Mais non, mais je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Comment faire à ce que ce type de résultat, que le peuple arrive à contester ce type de résultat? Vous ne pouvez contester un résultat que lorsque vous pouvez brandir la preuve de ce que ce résultat a été trafiqué.
C'est aussi simple que ça. Sinon, vous contestez quoi? Sinon, vous contestez quoi? Réfléchissons-y. Réfléchissons-y. Vous savez, une fois, j'ai dit un truc. J'ai vu une marche aux États-Unis après l'élection de 2018. Des gens qui contestaient les résultats au Cameroun. C'était une marche de plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Et je regardais ça, j'étais effaré. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je connaissais le nombre de votants aux États-Unis en 2018. Vous savez combien ils étaient? 95. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Vous pouvez toujours gueuler. Vous pouvez toujours parler. Vous pouvez toujours crier. Mais il faut surtout prouver. C'est tout. Et la preuve, on peut l'avoir. La preuve, on peut l'avoir comment, monsieur? C'est en étant dans les bureaux de vote et en ayant le procès verbal. Je rappelle que moi, en 2018, on m'a gratifié quand même de près de 300 000 voix. La question que légitimement on pourrait me poser, c'est que mais comment tu as pu avoir 300 000 personnes, non c'est moins, hein, c'est 270 000, 280 000, qui ont voté pour toi, mais tu n'as pas pu trouver 25 000 personnes pour sécuriser le vote. C'est-à-dire quoi, 10% de ceux qui ont voté pour moi. C'est ça qu'il faut organiser. C'est ça qu'il faut organiser. Et quand moi je vois les résultats, il y a des gens qui ont voté pour moi un peu partout sur le territoire national. Ça veut dire que c'est des gens que potentiellement, sur qui potentiellement on aurait pu s'appuyer. D'où l'intérêt encore de mutualiser. Est-ce qu'on ne pourrait pas, en même temps qu'on appelle les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales, leur demander aussi faire ce travail de conscientisation de l'électeur ou du peuple? Mais bien sûr, ce que je fais là, il y a pas mal de Camerounais qui vont regarder. Le travail de conscientisation ne commence pas, se poursuit. Bien sûr, mais évidemment, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour s'inscrire, mais pendant qu'on s'inscrit, on peut aussi travailler déjà à mettre en place la stratégie de surveillance du vote. De toute façon, c'est même déjà en cours. C'est un sujet qui est déjà abordé au sein de l'ATP. C'est un sujet que certains personnages, moi je vois par exemple M. Abdourahmane Amadou Baba, qui était plus connu jusqu'ici dans les combats dans le football, mais qui ces jours-ci a pris le problème à bras le corps, le problème des inscriptions, enfin, la problématique des inscriptions. Il y a une plainte là contre... Il y a même une plainte, je crois, contre les CAM, notamment sur la question de la publication des listes. Parce que les CAM ne publient pas ces listes. Et nous, on est allé, nous dans le groupe des 7, on est allé vers les CAM en leur disant, mais c'est pas possible. Vous ne publiez pas les listes dans votre site. Comment voulez-vous que les listes ne soient publiées que sur les murs des antennes dans les communes? Mais non, on est quand même en 2024. Le numérique, ça sert à quoi? Et ils nous ont dit oui, ils ont peur que les gens hackent le site, mais même si les gens hackent le site, juste pour voir qui est inscrit, qui n'est pas inscrit. Et même s'ils changent la liste, mais puis il y a des mesures de protection aujourd'hui. On a quand même l'antique bon sang, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. La cybersécurité, ça existe. Donc, comment d'autres pays font? Vous savez, il y a des pays comme l'Estonie qui ont atteint un niveau de numérisation, je crois, pratiquement de 90%. C'est-à-dire que tout se fait en Estonie numériquement, y compris. J'ai envie de dire, c'est une question de vie ou de mort. Si nous voulons continuer à être fiers d'être Camerounais, si nous voulons que le label Cameroun continue à exister, puisse être respecté, il faut que chaque Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se pose la question, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Quand je dis chaque, je parle de ceux qui veulent le changement. Parce que ceux qui n'en veulent pas, c'est légitime. On est en démocratie. Il est normal qu'il y en ait qui ne veulent pas le changement. Mais je parle à ceux qui veulent le changement. C'est mon cas. Que chacun d'entre nous se pose la question, qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça que je raconte toujours, permettez, c'est mon dernier mot, la fable du colibri que Pierre Rabhi a mis dans un de ses ouvrages. Un jour, il y eut un incendie de forêt. Tous les animaux se mirent en débandade. Et le petit colibri, vous le connaissez le colibri, il est tout petit comme ça. Avec son petit bec, il respira une mare d'eau.
et commençait à faire de petits allers-retours, prenant un peu d'eau avec son bec et versant sur l'incendie. Et un fauve, de loin, 1000 fois plus gros que lui, passant par là en fut agacé, il lui dit, chef colibri, ça ne sert de rien ce que tu fais là avec ton petit bec. Tu ne peux pas éteindre cet incendie alors que nous autres les fauves, nous sommes en train de courir. Il lui dit, je sais que mon bec ne peut pas éteindre le feu, mais je fais ma part. Voilà mon dernier mot. Que chacun fasse sa part. Merci beaucoup. Merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas les prochaines. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien rater.